enseignant-chercheur et qui a travaillé dans le domaine de la physique théorique, a choisi de nous parler du thème de son livre. Le livre s'appelle, qui est en vente à librairie évidemment, qui s'appelle Comprendre sans prévoir et prévoir sans comprendre. Il l'a résumé, ou en tout cas il a marqué un aspect de ce bouquin à travers le titre « L'intelligence peut-elle être artificielle ?» En fait, il s'agit de discuter de comment fonctionne la science, qu'est-ce qu'un raisonnement, qu'est-ce qu'une cause, qu'est-ce qu'une corrélation, des termes qui vont être expliqués dans ce sujet. Je lui laisse maintenant la parole. J'aurai la parole tout à l'heure ici pour les questions. Bon, bonjour et bientôt bon appétit. Mais avant comme ordre, il y a l'exposé que je vais faire. Alors, souvent les orateurs et les politiciens font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Ce ne sera pas mon cas, puisque la promesse que je vous fais est de vous décevoir. C'est pas par méchanceté, mais c'est parce que vous êtes venus pour la plupart ici écouter un exposé pour avoir une idée claire de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Bon. Eh bien, je ne serai pas capable de vous donner cette idée claire, je ne l'ai pas moi-même. Et pas par méchanceté, mais pour pas mal de raisons que je vais essayer de synthétiser, puis après j'aborderai l'exposé lui-même. D'abord, le mot intelligence artificielle, il n'est pas bon. C'est pour moi une escroquerie publicitaire. Ça laisse croire que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme l'insuline artificielle, qui remplace l'insuline en mieux. L'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence en mieux. C'est autre chose. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Deuxièmement, j'ai une excuse parce que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme l'univers. C'est un univers en pleine expansion, avec plein de trous noirs, y compris pour les spécialistes, qui eux-mêmes ne savent pas exactement comment ça marche. On est en plus à la veille de développement inouï. Si vous voulez, M. Gutenberg, quand il a inventé l'imprimerie, au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, avait un but simple, c'était de la propagation de la sainte parole auprès des sauvages. Bon, c'était tout à fait bien, c'était simplement ça. Mais on sait que l'imprimerie a eu bien d'autres conséquences. De la même façon, quand s'est développé l'Internet, c'était simplement pour permettre à des labos de physique théorique de communiquer plus facilement. Aujourd'hui, on voit que l'Internet, c'est bien au-delà de ça. Je crois qu'il en va un peu de même de l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi je serai très 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 prudent sur les pronostics et le devenir. Mais je veux quand même... bon, voilà. Alors, une autre limitation, c'est le sujet lui-même, parce que intelligence artificielle, il y a quand même le mot intelligence là-dedans, et puis ça renvoie des tas de questions tout à fait fondamentales. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre, etc., etc. Et on sait bien que c'est sûrement pas en une heure qu'on peut traiter ce genre de sujet. Il y a une tonne de littérature là-dessus. Donc c'est une première remarque. La deuxième remarque, de limite de mon exposé, tient à l'orateur lui-même. J'ai une formation ou une déformation, si vous voulez, de physicien. Et les physiciens sont des gens qui font des choses très simples, c'est de la physique. Pourquoi c'est très simple, la physique, par rapport aux autres activités humaines? C'est que généralement, pas toujours, mais généralement, en physique, on peut isoler l'objet d'étude du reste de l'univers. Par exemple, quand on étudie l'atome de carbone, les atomes de carbone 12 ou 14, ben, ils ont toujours existé, c'est les mêmes aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années. Et ils ne dépendent pas de l'endroit où on les étudie. Bon, c'est très simple de ce point de vue-là. Par contre, dès qu'on prend d'autres domaines comme la biologie par exemple, ben, c'est pas si simple que ça. Les cellules, elles ont une histoire, c'est très difficile d'oublier l'histoire de la cellule. Même prenez le chien. Le chien d'aujourd'hui, c'est pas le chien d'il y a quelques milliers d'années, et c'est probablement pas le chien dans quelques milliers d'années à venir. Donc c'est très difficile en biologie, et en sciences sociales, n'en parlons pas, d'isoler l'objet d'étude du reste de l'univers. Bon. Prenez les OGM, par exemple. Les OGM, ben, le reste de l'univers, c'est quoi? C'est beaucoup de choses quand vous étudiez l'OGM. C'est pas seulement la toxicité alimentaire à un moment donné. C'est à plus long terme, l'impact sur l'agriculture, etc., etc., les modifications que ça signifie. Donc, tout ça rend les choses extrêmement difficiles à étudier. Mais la physique, c'est beaucoup plus simple. En plus, tous les atomes de carbone 12 sont identiques. En principe, tous les médecins, tous les patients ne sont pas identiques. Donc, tout ça rend la chose extrêmement difficile. Alors,
Le titre, c'est l'intelligence peut-elle être artificielle? Si je veux faire un résumé brutal, la réponse est non. Bon. Peut-être je peux nuancer un peu cette réponse et dire qu'en fait, il faut voir les implications. Si vous voulez, derrière tout ça, il y a la nécessité de dissocier corrélation et causalité. Donc, tout le monde sait que ce n'est pas la même chose, mais on ne le sait pas vraiment profondément. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu ça. Alors, prévoir sans comprendre, ça fait belle lurette que l'humanité l'a fait. Les hommes des cavernes, et même avant, savaient des tas de choses. Ils savaient prévoir les marées, ils savaient prévoir certaines éclipses de lune en tout cas, ils savaient prévoir certaines inondations, ils savaient prévoir aussi certaines propriétés médicinales des plantes, les croisements des bêtes pour faire des bêtes plus intéressantes, les croisements des végétaux, les alliages métalliques, enfin tout ça, ils savaient. Ils savaient et ça marchait bien. Et tout ça, c'était maintenu, si vous voulez, par la tradition. Bon, la nécessité de prévoir, il y avait, si vous voulez, deux façons de prévoir. Celle issue de la tradition, qui a joué un rôle extrêmement important, et puis il y avait la prévision aussi magique, avec les aruspices. Vous savez, les aruspices, c'est l'art pour lire les entrailles des bêtes qu'on a sacrifiées. Il y avait les augures qui regardaient les oiseaux dans le ciel, s'ils étaient de la gauche ou de la droite. Il y avait les pittis qui travaillaient sous transe en ayant fumé des choses qui sont aujourd'hui interdites, et qui faisaient des prévisions qui allaient se gagner. Quand il y avait des événements imprévus, comme des maladies ou des choses comme ça, il y avait une explication. On ne disait pas que c'était par hasard. On disait qu'on avait désobéi à certaines prescriptions importantes. Il y avait des prêtres payés pour ça, pour vous expliquer l'origine. Donc c'était très déterministe, tout ça. Ça valait ce que ça valait, mais c'était très déterministe. Alors, il y a une citation peu connue de Laplace que j'aime beaucoup. Laplace dit « Dieu explique peut-être tout, mais ne prévoit rien ». C'est magnifique, ça. Il explique peut-être tout, mais ne prévoit rien. Alors, si vous voulez, il y a eu une révolution en Europe à la Renaissance, initiée, on peut dire, par Galilée, mais enfin quelques autres quand même. C'est l'abandon du livre saint ou de la pensée d'Aristote comme source indiscutable du savoir et l'introduction des mathématiques. C'est cette phrase célèbre de mathématiques de Galilée qui dit que la nature est écrite en langage mathématique. Et ça veut dire que même si Dieu a créé des lois, évidemment Dieu les a créées, ces lois sont impersonnelles, universelles et régissent les éléments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire appel à Dieu pour expliquer les choses, il faut essayer de trouver ces lois et de les appliquer. Lois qui souvent sont mathématiques. Donc ça, c'est une révolution conceptuelle énorme et qui va ébranler beaucoup de choses. Alors l'apothéose, évidemment, c'est Newton. Avec la loi de la gravitation établie par Newton, qui est une loi mathématique, eh bien, on pouvait prévoir et comprendre les trajectoires de la Terre, de la Lune. On pouvait prévoir l'existence d'une nouvelle planète. C'est pas Newton qui l'a fait, c'est plus tard. Enfin, grâce aux théories de Newton, on a prévu qu'il y avait une nouvelle planète qui était Neptune. Et il y a eu des petites irrégularités dans le vent de Saturne. Et l'explication était qu'il existe une planète inconnue créant cette irrégularité. Bon. Si vous voulez, plus généralement, en suivant ce que Laplace, la vision laplacienne des choses, on peut dire que la science s'est construite, ou devait se construire contre le hasard. Plus la science se développait, plus le hasard reculait. Bon. Il y a des tas d'exemples de ça. La découverte des ondes radio, c'est pas une petite affaire, ça. Elle a été découverte expérimentalement après avoir été prévue théoriquement pour les équations de Maxwell, 20 ans après. Pour prendre des choses beaucoup plus récentes, le boson de Higgs, par exemple, a été découvert après avoir été prévu théoriquement. Les ondes gravitationnelles ont été mises en évidence après avoir été, longtemps après avoir été prévues théoriquement par Einstein. Donc tout ça, c'est assez fascinant et conforte l'idée que la vraie prévision est liée à la compréhension. Malheureusement, il y a des bémols. Il y a des bémols parce que même si on connaît les lois, il peut y en avoir énormément, elles peuvent s'imbriquer de façon terrible les unes avec les autres, et ça devient tellement compliqué que les lois ne permettent pas de prévoir. Ou en tout cas, ne permettent que de prévoir de façon statistique, probabiliste.
Prenez un exemple très simple, pile ou face. Vous jetez une pièce en l'air, vous sortez pile ou vous sortez face. Si vous connaissiez exactement les conditions initiales du jeté, les courants d'air, etc., vous pourriez prévoir si elles sortent sur pile ou sur ces faces qui va sortir. Je vous signale qu'avec les crédits du CNRS, des expériences ont été faites là-dessus, avec des jetés tout à fait contrôlés de pièces de monnaie, et on a bien trouvé à chaque fois ce qu'il fallait, pile ou face. C'est une expérience difficile à faire, et donc ça prouve bien qu'il y a des lois qu'on pourrait prévoir, mais en pratique, dans le civil, si j'ose dire, comme les deux pièces de la monnaie sont à peu près identiques, comme les conditions initiales sont variables de façon complètement aléatoire, on peut penser qu'il y a une chance sur deux de faire pile, une chance sur deux de faire face, et c'est bien ce qui se passe. La loi vous dira, ça s'appelle la loi des grands nombres, elle vous dira, on peut conclure. Mais il y a quand même une explication, on y a renoncé parce qu'elle est trop compliquée, mais ça ne nous choque pas, si vous voulez, ça ne nous choque pas. Donc, voilà. Ceci dit, c'est pas si simple que ça. Si vous prenez la théorie scientifique probablement la plus importante du XIXe siècle, à savoir la théorie de l'évolution, c'est pas une loi qui est exacte. Enfin, les lois de la théorie de l'évolution ne permettent pas de prévoir. Enfin, je vais me faire engueuler par les biologistes. Elles permettent faiblement de prévoir. Il y a très peu de prévisions là-dessus. Par contre, elles rendent magnifiquement compte de ce qui s'est passé. Mais la prévision, je crois qu'il faut y renoncer. Pourquoi ? Parce que les biologistes, quand ils jouent à ça, ils invoquent le hasard. Ils l'invoquent explicitement. Ils disent, d'une part, il y a une diversité génétique qui est aléatoire, qui est due au hasard. Et d'autre part, il y a des variations du climat, de choses comme ça, aléatoires aussi. Et la combinaison de ces deux hasards fait évoluer l'évolution dans un sens ou dans l'autre. Donc le hasard fait partie intrinsèque de la théorie de l'évolution. Encore une fois, c'est pas croire à Dieu, parce que des biologistes qui font de la biologie microscopique vont dire c'est pas par hasard s'il y a une diversité génétique. C'est parce qu'il y a un rayon cosmique, pof, qui a brisé un brin d'ADN, voilà l'explication. Et le biologiste qui fait de l'évolution, il va pas rentrer là-dedans, ça, il peut pas faire ça, c'est pas son boulot. Donc il va se contenter à juste titre de dire c'est par hasard si c'est arrivé. De la même façon, le scientifique qui fait de la paléoclimatologie va dire c'est pas par hasard s'il y a eu une sécheresse énorme. Je peux vous expliquer pourquoi. Et encore une fois, le gars qui fait de la théorie de l'évolution va dire c'est l'évolution aléatoire. Donc à chaque fois, rassurons-nous, il y a toujours une explication à un phénomène, mais elle peut être hors d'atteinte. Et à ce moment-là, il y a des probabilités et des choses comme ça. Alors, il y a même pire. Comment ça marche ce truc-là ? Oui, bon ça c'est un résumé. Les anciens prévoyaient par induction. Ça veut dire quoi par induction ? Si ça s'est passé comme ça jusqu'à maintenant, ça va continuer à se passer comme ça. Le soleil se lève tous les matins à l'est, bon, il a toujours fait ça depuis belle lurette, il va continuer à le faire. Bon, de façon savante, l'induction consiste à dire, si c'est vrai jusqu'à n, c'est vrai pour n plus 1. Ça, c'est pas vrai, j'ose dire. Vous êtes vivant, vous avez toujours vécu depuis votre naissance jusqu'à maintenant, chaque jour. Demain, vous vivrez encore. Je regrette de vous annoncer que non. Et dans la vie pratique, on vit comme ça. On considère quand même qu'on est éternel, que ses parents sont éternels, que vos copains sont éternels. Bon, et on sait bien que c'est pas vrai. Donc, pour la vie pratique, le raisonnement par induction, il vaut ce qu'il vaut. Mais c'est pas un raisonnement scientifique. À ne pas confondre avec le raisonnement des mathématiques, qui est le raisonnement par induction mathématique, qui n'a rien à voir et qui est une démonstration. C'est le raisonnement par récurrence. Bon, on n'est pas là pour ça. Alors, voilà. Donc, je disais, comprendre pour prévoir, initier à la naissance, etc. La science se construit contre le hasard. C'est Descartes, Galilée, Newton, Laplace, Einstein, mais Darwin. Donc, Darwin, ça ne marche pas comme ça. Alors, je disais, comprendre sans prévoir. Malheureusement, on peut comprendre, et la complexité des lois et leur intrication peut faire qu'on ne peut pas prévoir, et pire, le chaos déterministe. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un exemple de chaos déterministe. C'est quoi le chaos déterministe ? Je pense que vous avez entendu parler de ça, ça traîne un peu partout, mais ce n'est pas très clair. C'est l'idée qu'il peut se faire que dans certains cas, vous connaissiez parfaitement la loi, mais parfaitement, et que néanmoins, vous êtes incapable de prévoir au-delà d'un certain seuil. Évidemment, si vous connaissez parfaitement la loi, vous pouvez toujours prévoir à court terme, mais pas forcément à long terme. L'exemple ici, voilà, je ne sais pas si ça marche, c'est un billard.
Oui, oui. C'est un billard carré avec un champignon au centre. Bon, et puis vous lancez une boule, elle rebondit sur le champignon au centre, elle rebondit sur la paroi, rebondit, et puis s'en va. Vous lancez maintenant une boule avec un angle un tout petit peu différent, d'un centième de degré. Alors on ne voit rien ici, mais vous voyez, c'est la courbe en pointillé. Toc, 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 et vous allez complètement ailleurs. Donc une variation infiniment petite des conditions initiales crée au bout du 4e ou 5e rebond une trajectoire complètement différente. Quelle est la loi du mouvement? La loi du mouvement, elle est d'une simplicité biblique. Vous vous rappelez peut-être des cours à l'école, c'est la loi de la réflexion. I égale I'. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Avec une loi aussi simple que ça, en principe, on devrait pouvoir prévoir. Ben, on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas. Bien sûr qu'on peut, les deux premiers cours, les prévoir, mais après, on peut pas. On a montré, par exemple, que la disparition d'un électron aux confins de l'univers, ça ne fait pas beaucoup de choses et très loin, modifier la 50e trajectoire d'un tel billard. Ça veut dire qu'il faut renoncer complètement à ça. Voilà. Sinon, vous allez me dire, bon, ben, ça, c'est pas très intéressant parce que des billards comme ça, mais ça, il y a des tas d'exemples de phénomènes qui sont chaotiques. Je vous en donnais un que vous ne connaissez peut-être pas, qui est spectaculaire, qui est le mouvement des planètes, qui a pourtant servi pendant longtemps d'étalon du temps. On ne peut pas être plus régulier que le mouvement des planètes. On a montré que c'est un mouvement chaotique. C'est-à-dire que si vous changez un tout petit peu la position, par exemple, de la Lune, d'1 centimètre, pas beaucoup ça, bon, eh bien, au bout de quelques millions d'années, sur quelques millions d'années, la trajectoire de la Terre et de la Lune sera complètement différente. De façon plus générale, on ne peut pas prévoir le mouvement des planètes au-delà de quelques milliards d'années. Bon, rassurez-vous, ça marche encore, mais donc, si vous voulez, mais il y a d'autres mouvements qui sont chaotiques. Par exemple, les reproductions des espèces, avec des modèles très très simples, on peut montrer que de petites variations des conditions initiales changent complètement la situation. D'autres mouvements sont chaotiques sur des échelles beaucoup plus courtes. Le mouvement de molécules qui se choquent, par exemple, est chaotique. Mais ça, c'est sur des intervalles de temps de milliardièmes de secondes. Donc, vous voyez, le chaos peut exister sur des milliardièmes de secondes et il peut exister sur des milliards d'années. Ça change beaucoup de choses en pratique, évidemment, mais de toute façon, dans les deux cas de figure, le chaos montre que du point de vue théorique, chaos déterministe, montre qu'on ne peut pas identifier compréhension, c'est-à-dire connaissance de la loi, et prévision. On peut généraliser plus, probablement, dans certains phénomènes de planification. On ne peut pas éliminer le fait que de petites variations de conditions initiales supposées de planification créent de grandes différences après. Bon, enfin ça c'est un peu un autre sujet, je vais pas là. Comment ça marche? Oui. Alors, bien entendu, alors l'idée maintenant, c'est que nos anciens prévoyaient, comme je l'ai montré par induction, ils prévoyaient ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire ils avaient très peu de données. Leur big data, si j'ose dire, était très, très restreint. Et aujourd'hui, on dispose avec les big data de données mais incommensurables. Ça change complètement l'imagination. Et ça se produit, ça ne cesse pas de se produire. J'ai des chiffres là-dedans. Dans les bons livres, on donne quelques chiffres. Selon IBM, chaque jour, l'humanité génère 2,5 trillions, c'est-à-dire 2,5 milliards d'octets de données. Un octet, en gros, c'est une lettre, pour simplifier. C'est pas une lettre, ça ne correspond pas à une lettre d'alphabet. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, peu importe pour nous. Donc, ça fait 2,5 milliards de lettres. Ça fait une correspondance suivie. Bon, je compte tout. Hein. Je compte les vidéos, je compte les photos, je compte les sons, etc. Mais pas les odeurs. Pour l'instant, ça reste... c'est pas un détail. Hein. Mais bien dans la tête, les odeurs ne sont pas, pour l'instant, c'est pas un détail. La courbe, taille des pieds des gamins, niveau en maths, mais une courbe différente pour chaque âge des gosses. À ce moment-là, la courbe devient plate. Il n'y a aucun rapport entre l'âge des gosses, entre les pieds des gosses et leur niveau en maths. Mais c'est un peu comme ça qu'on peut essayer de... Un exemple plus simple, il y a corrélation entre le niveau du baromètre et l'existence des tempêtes.
Quand le baromètre baisse, il y a des tempêtes. Mais est-ce que vous savez si c'est la tempête qui crée le niveau du baromètre ou si c'est le baromètre qui crée la tempête? C'est un idiot. Il y a une façon de s'en apercevoir. Si vous tournez l'aiguille du baromètre et vous regardez s'il y a des tempêtes. Ça, j'ai pris un exemple bobin, ça. Il y a des tas de cas où on peut faire ça. Quand on peut faire ça, c'est parfait. On a vu ce qui était une corrélation causale, ça s'appelle une démarche contrafactuelle. On fait la différence entre une corrélation causale et une corrélation qui dépend. Bon, mais en général, on ne peut pas faire ça. Alors, je veux insister sur les difficultés, justement, des statistiques. Et les statistiques, si vous voulez, qu'on va trouver avec l'intelligence artificielle et les big data, ne sont pas différentes des difficultés des statistiques habituelles. Mais sauf que quand on fait une faute de raisonnement des statistiques avec l'intelligence artificielle, les conséquences sont multipliées par un nombre très grand. C'est beaucoup plus important. Et les gens s'imaginent que comme il y a plein de données, c'est moins dangereux. L'idée que la plupart des gens ont, c'est que plus il y a de données, meilleur est le résultat. Ça, c'est quelquefois vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et je vais vous en donner plusieurs exemples. Oui. Par exemple, il a été démontré que les gamins qui consommaient beaucoup de boissons dites énergisantes avaient un déficit d'attention à l'école. C'est vraiment bien établi ça. Bon, donc les boissons énergisantes ne sont pas bons pour l'addiction à l'école. Bon, ça c'est pas très sérieux. Parce qu'il faut voir qui consomme les boissons les plus énergisantes. C'est davantage les gamins issus des couches les plus populaires. Et c'est bien connu qu'ils ont une difficulté d'attention en général, plus grande que les autres gamins. Mais l'exemple de ça, c'est important. Par exemple, si vous introduisiez des distributions de Coca-Cola au lycée Henri IV, vous n'abaisseriez pas le niveau. Et inversement, si vous supprimiez les boissons de Coca-Cola dans les collèges et les lycées plus courts, vous n'augmenterez pas le niveau. Il ne faut pas se tromper sur... Alors, je vais vous donner un autre exemple que j'ai trouvé extraordinaire. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais voulaient blinder leur Spitfire et il fallait savoir où disposer de blindage. Plus l'avion est blindé, mieux il est protégé, mais plus il est lourd et moins manœuvrable. Donc il y a un optimum à trouver. Et on a chargé un mathématicien hongrois, réfugié, de faire les calculs. Donc on lui a donné plein d'échantillons d'avions avec le nombre de trous dans la carlingue, dans les ailes, dans les moteurs, dans la queue, et puis il a fait des statistiques. Et il a très vite vu que le nombre d'impacts par décimètre carré était beaucoup moins important dans les moteurs que dans tout le reste, que dans le fuselage, que dans la queue, etc. Et il a conclu, donc il faut blinder les moteurs. C'est pas mal ça, parce que n'importe qui aurait dit, il faut... L'explication elle est très simple. Il a dit, ça aurait dû être uniformément réparti, or les moteurs étaient moins touchés. Ça veut dire que les avions dont les moteurs étaient touchés ne sont pas rentrés à la base. Il a raisonné. Mais ce n'est pas en multipliant le nombre d'expériences. Vous voyez, si le raisonnement est faux, vous aurez quand même un résultat faux. Ça ne change rien, ça. Je vous donne un autre exemple. Les chiens et les gosses. Il a été montré, c'est un article très sérieux, que les familles qui possédaient des chiens, quand elles avaient des gosses aussi, leurs gosses développaient moins d'allergies que les familles sans chiens. D'où l'idée que les chiens protégeaient, immunisaient en quelque sorte les gamins de l'allergie. C'est une idée bizarre, parce que en général, on pense plutôt le contraire. Il a été aussi observé que les gosses qui fréquentaient des chiens, mais ne possédaient pas de chien dans leur famille, n'avaient pas cet effet protecteur du chien. Et ça restait absolument intéressant. Pourquoi ? L'allergie, c'est très compliqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que je ne connais rien, mais je sais que c'est un tas de facteurs. C'est très fin comme phénomène. Mais en tout cas, il y a un argument qui paraît à peu près évident, mais on réfléchir un peu. C'est qu'il s'agit là de statistiques biaisées. C'est-à-dire, quand dans les familles subsiste en permanence un chien et un gosse qui fait de l'allergie, on élimine le chien, le gosse. Donc, les familles dans lesquelles subsiste en permanence chien et gosse éventuellement allergiques éliminent le chien. Et donc, c'est des statistiques biaisées. Par contre, les gosses qui fréquentent des chiens normalement,
ceux-là, il n'y a pas de statistique biaisée, puisque les gosses n'ont pas été triés, les chiens n'ont pas été triés. Donc, si vous voulez, c'est pas le chien qui protège de l'allergie, c'est l'allergie qui change le nombre de chiens. Donc, vous pouvez avoir tous les chiffres que vous voulez, les statistiques les plus importantes possibles. Si vous raisonnez faux, vous ne pouvez pas raisonner faux. Vous avez d'autres exemples. Alors, la corrélation aussi, ça c'est bien connu, n'établit pas le sens de la corrélation. Par exemple, on a dit que le poids de la dette était lié au ralentissement de la croissance. Plus la croissance est rapide, moins il y a de dette, ou bien le contraire, moins il y a de dette, plus la croissance est rapide. Vous voyez, dans quel sens il faut le prendre? Il faut faire très attention à ça. Je vais vous donner un autre exemple qui est pas mal aussi, je trouve. Alors, lisez ça c'est les données de mes Vincent Giret, qui est un type assez connu, un économiste. Alors, il dit, on pensait alors bien naïvement, c'est le syndicat, qu'en se séparant des seniors, on ferait de la place aux jeunes générations, alors qu'on le sait désormais, les pays qui ont le taux de chômage le plus faible sont aussi ceux qui permettent le plus aux seniors de travailler. C'est un paradoxe pour nous. Mais les chiffres sont là. Là où il y a le taux de chômage le plus faible, c'est là où les seniors travaillent le plus. Mais lui, il semble dire que c'est parce qu'on fait travailler les vieux que les jeunes ont des boulots. C'est un scandale de dire ça, c'est pas vrai. La seule conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que dans les pays où il y a une grande demande de travail, on fait travailler les vieux et les jeunes. Bon, point. Il n'y a pas de rapport de cause à effet. Bon, alors des exemples comme ça en économie, il y en a plein. Alors, ceci dit, n'empêche que les corrélations, même non causales, peuvent être prédictives. Alors, il y a une jolie citation. Voilà. Alors, on revient, si vous voulez, à la méthode de nos anciens, à savoir prévoir sans comprendre. Il y a un dénommé Anderson, Chris Anderson, qui a publié un article qui a fait beaucoup de bruit et qui en français dit ceci. Le déluge de données, c'est-à-dire les big data, rend la méthode scientifique dépassée. La méthode scientifique, c'est la vieille méthode qui consiste à faire des expériences, tirer des conclusions, raisonner, etc. Avec suffisamment de données, les nombres parlent d'eux-mêmes. Suffisamment de données, les nombres parlent d'eux-mêmes. La corrélation remplace la causalité et la science peut même avancer sans modèle cohérent, théorie unifiée, voire sans aucune explication mécaniste. C'est très très joli ça. C'est bon. L'idée c'est que les chiffres, s'ils sont suffisamment nombreux, ne veulent pas mentir. Ça, c'est pas vrai. J'ai quelques exemples où ce n'est pas vrai du tout. C'est une vision. Au tirage à pile ou face, oui, ça c'est vrai. Les chiffres sont nombreux, vous aurez une probabilité de faire pile ou de faire face. Mais si c'est des choses un peu plus sophistiquées, alors, que peut faire l'intelligence artificielle? Alors, c'est essentiellement de l'induction, mais cette fois-ci basée sur des banques de données gigantesques. Alors, on distingue en gros ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé de l'apprentissage non supervisé. Le supervisé, c'est ceci. Vous prenez des millions de photos de chats, de chiens, de bestioles, d'éléphants, etc., etc. Vous les enregistrez, vous les étiquetez, vous les supervisez. Vous dites ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc. Et ensuite, vous présentez à la machine, si j'ose dire, une photo de quelque chose. Et la machine va essayer de savoir si ça se rapproche le plus possible du chien, du chat, du téléphone, etc. Et elle va conclure. Avec des mots. Ça marche très très vite. Ça marche vraiment très très bien. C'est impressionnant. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Il y a là aussi l'apprentissage non supervisé. Parce que l'apprentissage supervisé a comme gros inconvénient, c'est qu'il faut étiqueter les photos et c'est les hommes qui le font. Ça prend un temps fou. On peut ne pas étiqueter du tout. On fait des millions de photos de chats, de chiens, de tables, de chaises et d'éléphants. On ne les étiquette pas. On présente à la machine quelque chose. Et elle va dire, ça c'est un chat, ça c'est un chien. On va dire chat ou chien, on va dire, ça fait partie dans cette catégorie. Bon, vous voyez, c'est relativement à la mode maintenant. Et puis, il y a surtout ce qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui est probablement le plus bénéfique à terme. Alors, dans l'apprentissage par renforcement, la machine crée ses propres exemples. Par exemple, la machine, récemment, il y a 2 ans,
a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a battu l'homme au jeu de Go. On pensait totalement infaisable, mais totalement infaisable. Lisez les textes même des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle il y a 5 ans ou 10 ans, et vous disaient c'est exclu que la machine puisse battre aussi. Au jeu d'échecs, elle l'a fait, mais le jeu d'échecs, d'accord, mais le jeu de Go, il y a beaucoup trop de possibilités. Mais la machine, comment elle a fait? Je ne vais pas vous dire comment elle a fait, j'en sais rien, je sais ce qu'elle a fait. Elle a joué des millions de parties contre elle-même. On lui a simplement donné les règles du jeu de Go, qui sont très simples, et elle a joué des millions et des millions pendant 3 jours. Elle a joué, et puis avec ça, elle se débrouille, elle se trouve un chemin. C'est sidérant. J'insiste là-dessus, même les spécialistes, surtout les spécialistes de l'IA, ne savent pas comment elle a fait. Bon, enfin, elle l'a fait, ça a marché. Vous allez me dire, ça ressemble beaucoup au cerveau humain. Si vous interrogez un champion d'échecs, il dira des trucs, mais il ne sait pas vraiment comment il a fait non plus. Donc, de ce point de vue-là, il y a la ressemblance. Alors, qualité des données. Oui, bon, alors il y a d'autres choses sur les données. Les données brutes, ça existe à peu près pas. Je pensais à un moment que les données brutes, par exemple, pour la taille des conscrits au service militaire, c'était des données brutes. Et en fait, on m'a fait comprendre que c'est même pas vrai. Et parce que tout le monde ne fait pas son service militaire, parce que, etc. En fait, la notion de données brutes n'existe pas. C'est une escroquerie. Alors, évidemment, les choses les plus caricaturales, c'est d'essayer de trouver la répartition des sexes en examinant les populations du Sénat, ou de l'Assemblée nationale, ou des matchs de football. Ces données, vous pouvez prendre des nombres aussi grands que vous voulez, vous allez trouver une répartition de sexe qui n'est pas la bonne. Alors, le fantasme. Alors, si vous voulez, on distingue maintenant deux intelligences artificielles. L'une qui s'appelle l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire celle qui répond à un problème très précis. Par exemple, gagner au jeu de Go, gagner au jeu d'échecs, conduire la voiture, je mettrais ça là-dedans. Donc, c'est une intelligence dédiée. Elle a un but, elle le remplit. Elle le remplit. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'intelligence forte. L'intelligence forte, c'est un machin qui remplacerait l'intelligence humaine dans toutes ses composantes. Pour vous donner un exemple grossier, je dirais que l'intelligence faible, c'est pour la conduite de la voiture, ça vous dira comment vous faites pour aller d'un point A, comment vous faites pour conduire, tout simplement aller d'un point A à un point B, sans la feu de piéton, sans tout renverser. Et puis, l'intelligence forte, c'est pas ça. Elle vous dira, ah mais mon petit, tu es un peu fatigué maintenant, il faut que tu ailles au cinéma, tu vas prendre ta voiture, tu vas voir tel film, parce que ça correspond à ce que tu as envie de faire, etc. C'est ça l'intelligence forte. C'est tout à fait autre chose que de vous dire d'aller d'un point A à un point B. Ça envoie l'état de connaissance. Alors, la question qui est derrière ça, c'est comment on peut faire? Alors, est-ce que on peut se demander si l'intelligence des hommes, elle n'est pas fondée, elle n'est pas fabriquée un petit peu comme l'apprentissage par renforcement dont je vous ai parlé, c'est-à-dire essai-erreur, essai-erreur. Un enfant qui apprend à parler ne connaît pas les règles de la grammaire, il se débrouille quand même très bien. Très vite, il va parler. Si vous montrez, mais c'est pas si simple que ça. L'enfant n'apprend pas simplement par un mécanisme simple de renforcement. Je vais vous donner un exemple. Si vous montrez à un enfant de 3 ans quelques hippopotames en image, il va vous reconnaître assez vite un hippopotame sur une autre image. À la machine, ça ne marche pas comme ça. À la machine, il faut lui montrer des millions et des millions d'images pour qu'elle reconnaisse un hippopotame. Donc il se passe quelque chose dans le crâne d'un gamin, beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué que ce que la machine sait faire. Alors, ça renvoie à quoi ça? Ça renvoie à quelque chose d'assez mystérieux, qui est l'intelligence humaine, mais qui pour moi, là je développe un point de vue très personnel, je ne sais pas si tout le monde partagera, ça renvoie sur le fait que, disons sous cette forme, la carte n'est pas le terrain. En tout cas, la carte numérique n'est pas le terrain. On ne peut pas rendre compte du monde, dans sa totalité, avec des pixels, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1, même très très grande. Je pense qu'il faudrait qu'elle soit infinie. La carte n'est pas le terrain, on m'a objecté que quand vous regardez un paysage, un terrain,
votre compréhension du terrain, elle est pixelisée, parce que vous avez des cônes et des bâtonnets dans l'œil, il y en a quelques millions, et c'est rien de plus. Il vous transmettre quelque chose de pixelisé au cerveau. Sauf que le terrain, c'est pas simplement son aspect visuel, y compris sous la longueur d'onde habituelle. C'est plein de choses. C'est sa faune, sa flore, son histoire, sa géologie, son parfum, les petits vers de terre qu'il y a en dessous, les champignons. C'est une richesse absolument incroyable. Sa poésie, son histoire, enfin bon, le terrain, c'est tout ça. Il faut beaucoup de pixels pour représenter ça. Et je crois que l'idée qu'on peut ramener la carte à une collection, même très très grande de pixels, c'est du réductionnisme. C'est un grand péché en science. Si vous voulez, c'est un peu la même idée que si je vous disais que la prise de la Bastille en 89 a été faite par des hommes et des femmes qui sont constitués de molécules. Bon. Les pierres de la Bastille sont constituées aussi de molécules. Et donc, en travaillant fortement sur l'interaction molécule-molécule, je pourrais comprendre la prise de la Bastille. Personne ne fera une affaire pareille, c'est évidemment au-delà de ça. Mais il me semble que la vision qui consiste à croire que tout est pixelisable procède un peu de cette même vision. Alors, ce qui se passe dans le crâne d'un enfant, je ne sais pas. C'est très étudié, il y a des progrès énormes qui sont faits là-dessus. Enfin, à vrai dire, on ne sait toujours pas. Et si vous voulez, il faut ne pas perdre de vue que le crâne d'un enfant de 3 ans ne s'est pas fait en 3 ans plus 9 mois. Il s'est fait en 3 ans plus 9 mois plus 3 milliards d'années. C'est le résultat de toute la chaîne d'évolution. Et donc, l'essai-erreur, c'est sur une échelle énorme. Alors, peut-être que dans des temps extrêmement lointains, on aura accumulé tellement d'informations et tellement d'essais et d'erreurs, on arrivera à faire ça, mais j'ai pas mal de doutes. Et si vous voulez, je crois que on y arrivera difficilement parce que le principe même de l'intelligence artificielle, c'est pas un développement darwinien. On va revenir à ce développement darwinien qui est très important. Dans le développement darwinien, il y a des tas d'essais et d'erreurs, mais ça n'est pas finalisé. Il n'y a aucun but. Et puis, au bout d'un moment, il émerge quand même quelque chose. Par exemple, nous, en particulier, c'est quand même un produit assez sophistiqué. Par contre, dans le développement finalisé, ce qui est pour l'instant celui de l'intelligence artificielle, on cherche à obtenir quelque chose. Et ça marche beaucoup mieux à court terme, mais à très long terme, c'est très inefficace. Donc il faut savoir perdre son temps, si je veux dire, ce que la nature nous fait en tout cas. Et tant que l'intelligence artificielle n'aura pas fait ça, j'ai un peu de doute. Alors, je ne veux pas faire de prévisions à long terme, parce qu'à long terme, on sera tous morts, c'est bien connu. Et puis, c'est très très difficile de voir ce qui va se passer. Mais je dirais qu'à court terme, c'est-à-dire sur quelques centaines d'années, je ne crois absolument pas à cette intelligence forte. Absolument pas. Je voudrais terminer par une très jolie citation de quelqu'un qui n'est pas marxiste. Oui, ça c'était Newton, ça me plaisait bien, parce que si vous voulez, ça c'est pas Newton. C'est un peu un détail, mais comme c'est pas un détail. C'est l'idée que la science ne progresse pas par accumulation de données. Pas comme ça, c'est pas comme ça que ça. Bien sûr qu'il faut des données, mais c'est pas par accumulation de données. Newton n'avait pas plus de données à sa disposition quand il a fait la théorie de la gravitation que ses prédécesseurs. Bon, Einstein, quand il a fait la théorie de la relativité générale, n'avait pas de données, aucune donnée empirique pour faire ça. Il a simplement trouvé qu'il y avait des contradictions dans la théorie de la relativité, et puis pour vaincre ces contradictions, il a fait la théorie de la relativité générale, et c'est simplement 6 ans ou 7 ans plus tard qu'il y a eu une vérification expérimentale, et elle était bonne, qu'effectivement, les rayons du soleil, les rayons lumineux étaient modifiés par la présence de masse. Mais si vous voulez, et ça a prévu les ondes gravitationnelles. Mais au départ, il n'y avait aucune donnée empirique. C'est au contraire, c'est la théorie qui a permis de prévoir des choses qui, à leur tour, ont créé des big data. Maintenant, on observe le ciel différemment de ce qu'on observait avant, à cause justement des ondes gravitationnelles. Donc, il ne faut pas croire naïvement que l'accumulation de données crée de la science. Enfin, c'est pas comme ça que ça va. Alors, j'ai une jolie citation que je vais vous donner.
C'est pas mal. C'est une. Je ne sais pas si on la voit bien. Non. Bon, je ne sais pas si elle se lit. Nous allons vers un changement épistémologique. Bon, sans remettre à ce type de calcul, c'est-à-dire le calcul big data plus prévision, traduit un renoncement aux ambitions de la raison moderne qui liait les phénomènes à leurs causes. Ces ambitions de la raison permettaient d'envisager la prévention, d'agir sur les causes pour changer les effets. Ça, c'est le point important. Au lieu de cela, on se dirige vers un système de pure corrélation. On ne cherche plus à comprendre l'environnement, on cherche à le prédire. C'est pas la même chose, ça. Hein. Notre rapport au savoir change, aussi notre rapport au monde, etc. C'est pas mal. Et puis ça me permet de conclure avec Marx. Voilà. Si vous voulez, avec les big data, on subit le monde, en quelque sorte, on en est victime, tous les domaines, le commerce, la pub, etc. Bon, avec la compréhension, on essaie de dominer les choses et d'agir dessus. C'est pas la même chose. Alors la promesse qui consistait à dire dessus et le il y a plein de choses que je n'ai pas abordées, je suis conscient. Voilà. Voilà, on fait tout ça. Tu mets bien dans le micro parce qu'on est plus près. C'est une question assez simple. À un moment donné, vous avez cité IBM et le nom. On l'entend Je pas. ne sais pas. Rapproche le micro de la bouche. Ok. Voilà, Sous la lèvre. Vous avez cité les statistiques de IBM sur le nombre de données qui sont produites par jour. En même temps, toutes ces données n'ont pas la même valeur. Et j'ai même une impression tout à fait naïve que la plupart des données que nous produisons par jour sont totalement inutiles d'un point de vue scientifique. Donc le problème aussi est de savoir, c'est big data, est-ce que c'est vraiment big data? Dans le sens où, quelles sont les données, est-ce que les scientifiques sont capables de sélectionner et de choisir les datas qui, je ne sais pas si on ne peut pas choisir d'ailleurs, qui peuvent être exploitées par une intelligence artificielle ou humaine. Toujours pareil, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous êtes bêtement, brutalement, ben vous allez aller dans les quartiers les plus défavorisés et puis focaliser votre intérêt là-dessus. C'est le résultat qui compte. Vous allez multiplier les rondes de police là-dedans. Si ça vous intéresse, très bien. Si vous voulez maintenant essayer de comprendre les choses, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Donc, pour les assurances, par exemple, bon, ils vont considérer qu'une voiture immatriculée en 93 a plus de chances d'avoir un accident. Il suffit de savoir pourquoi, mais il y a que ça qui les intéresse. Toutes les données sont bonnes à prendre. Pour un type qui veut faire un travail sérieux de sociologue, ça n'a aucun sens, etc. On s'est étonné, par exemple, que les big data ou l'intelligence artificielle étaient sexistes ou racistes. Ben, évidemment, parce que la vie sociale, elle est sexiste et raciste. Ils prennent leurs données là où ils sont. Ces données reflètent simplement. Voilà. C'est évident que les milliards de données sont d'intérêt très très inégal. Bonjour. Quels seront les meilleurs apports de l'intelligence artificielle pour l'humanité selon vous? Je peux répondre dans des petits domaines que je connais, mais il y a des milliards de galaxies, chacune composée de milliards et de milliards d'étoiles, chacune entourée vraisemblablement d'une dizaine ou d'une quinzaine de planètes. Ça fait beaucoup de monde, ça. C'est totalement exclu d'écrire sur un cahier où sont ces étoiles, leur couleur, leur température, etc. Aujourd'hui, on a un tout petit peu progressé là-dedans. On sait en cataloguer quelques millions seulement. C'est déjà extraordinaire. Hein. C'est pas ce que faisait Tycho Brahe à l'époque. Bon. Et ça va permettre de s'attaquer à des problèmes comme, par exemple, qu'est-ce que la matière noire? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Alors, encore une fois, l'existence de la matière noire n'est pas une donnée de big data, pas du tout. C'est simplement une donnée théorique.
des étoiles, certaines étoiles, ont des comportements anormaux. Anormaux par rapport à quoi? Par rapport à ce que la théorie attendait d'elle. Et ça va pas. Et donc, on a inventé une histoire de matière noire pour expliquer ça. Mais l'intérêt des big data, ça va être de pouvoir beaucoup plus finement examiner ces comportements anormaux. Mais la réponse, elle sera théorique, ce sera les scientifiques qui vont le faire, ce ne sera pas la machine. Bon. Alors maintenant, l'important, c'est dans bien d'autres domaines plus utiles, certainement en biologie, dans la conception de nouveaux médicaments, etc. On dispose maintenant de bases de données extraordinaires qui sont extrêmement utiles. Si on avait eu les big data pour le Mediator, par exemple, on aurait évité le travail extraordinaire qu'a fait Irène Frachon. Elle n'avait pas de big data à sa disposition. Elle avait des petites statistiques simplement. Les big data auraient donné immédiatement le résultat. Donc c'est probablement en biologie, je pense que les big data sont les plus utiles à court terme. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'à toi. Oui, donc moi je voulais vous poser une question peut-être un peu spécifique, mais là vis-à-vis de la citation que vous avez présentée à un moment donné sur un scientifique qui postulait la fin des sciences, et non pas par leur dépassement, mais par leur négation, un extrait qui était terriblement réactionnaire. Et ce qui est terrible, c'est que c'est quelque chose que je pense qu'on peut constater aujourd'hui dans les sciences réelles telles qu'elles se pratiquent. Et un exemple que j'ai trouvé frappant, qui date d'il y a seulement quelques mois, c'est la fameuse première photo prise d'un trou noir avec un radiotélescope, où les scientifiques ont entraîné une intelligence artificielle à partir de simulations, à reconnaître à partir de simulations de données des trous noirs tels qu'on se les imagine. Et ensuite, ils s'étonnent que... j'ai vu des articles où ils disaient « Ah, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est une magnifique prédiction parce que la photo de trou noir, finalement, après le travail de l'IA qu'on obtient, correspond parfaitement à ce qu'on s'imaginait. Mais en même temps, quand on entraînait l'IA à obtenir justement ce qu'on imaginait, c'est logique qu'elle nous redonne ça. Et moi, ça m'a pas mal gêné. Alors après, j'ai pas non plus regardé en détail toute la méthodologie qu'ils ont utilisée parce que c'est très compliqué et j'ai pas 200 heures de ma vie à perdre à vérifier leur code ou des choses comme ça. Mais moi, c'est le genre de choses, quand je les lis, ça me fait un peu douter de ces résultats scientifiques de cette. Je sais pas, je serais probablement plus prudent que vous parce que je crois qu'il y a quand même des théories pour les trous noirs, sur la connaissance de deux trous noirs. Bon. Il y a des théories, il y a des équations, on peut les simuler numériquement. C'est très compliqué, mais on peut les simuler numériquement et faire une vision de ça et comparer à la vision pas immédiate. Ah ben forcément, oui, mais ça c'est... Je connais pas ça, j'ai pas travaillé là-dedans, a priori j'étais pas choqué comme toi, mais bon. Tu parlais tout à l'heure de l'impossibilité, à ton sens, de développer une intelligence artificielle forte. Oui. Est-ce que l'impossibilité ou la difficulté, c'est pas lié à la quantité d'introns, pas seulement en termes de brillant passé, mais comme tu disais, aussi dans l'intention et quelque part dans les différentes qualités. Tu citais l'enfant, mais un enfant, ça voit, ça sent, ça entend, ça pleure, ça a des interactions sociales. Est-ce qu'en fait, pour développer une intelligence, il n'y aurait pas besoin d'avoir autre chose qu'un programme, mais du hardware quelque part? Bien sûr, il faut oui, bien sûr. Il y a ce mot
un informaticien japonais qui dit le problème de la machine, c'est pas qu'elle n'a pas d'esprit, mais c'est qu'elle n'a pas de corps. Bon, on te répondra à ça, elle n'a pas de corps, mais elle a des capteurs. Ils sont très sensibles, pour les yeux, pour les oreilles aussi, pour le nez moins, elle a des capteurs. Donc, si on extrapole, il faut être très très prudent. Moi, quand je dis je ne crois pas à l'IA forte, sur des temps raisonnables, je n'ai aucun argument pour dire que c'est impossible. Je suis matérialiste, je ne crois pas qu'il y ait une logique du vivant différente de la logique du pas vivant. Et en plus, la notion vivant-pas vivant, elle est très complexe et pas si simple que ça. Mais je dis, si tu veux, je vais prendre un exemple, j'aime bien comme le Christ parabole. Si tu prends une goutte d'encre et tu la mets dans l'eau, elle va se diluer dans tout le récipient. Eh bien, si tu attends suffisamment longtemps, rien ne s'oppose à ce que la goutte se réagglutine dans une goutte. Rien ne s'y oppose, on peut même démontrer qu'elle le fera. Bon. Elle le fera au bout d'un temps extraordinairement long, qui s'appelle un temps de point carré, qui est des milliards de fois l'âge de l'univers. Bon, mais je ne peux pas l'exclure. Alors, pour comprendre un peu comment ça marche, c'est l'analogue de... Tu prends un récipient que tu divises en deux parties, tu mets toutes les molécules à gauche, et puis tu ouvres la paroi. Ça va se répartir dans tout le récipient. Et ça te paraît impensable qu'au bout d'un moment, toutes les molécules de droite aillent à gauche, comme c'était à l'instant initial. Bon, ça te paraît impensable, tu vas même dire c'est impossible, au sens physique du terme, et pourtant c'est théoriquement possible. La preuve, c'est que si tu prenais que 3 molécules, tu vois bien qu'au bout d'un moment, elles seraient toutes les 3 du même côté. Simplement une impossibilité due au nombre gigantesque de molécules. Donc pour moi, je dis, je ne crois pas à temps fini à une intelligence artificielle forte, c'est au même sens que ça. À temps infini, je ne sais pas, je ne penserai pas là-dedans. Bonjour, alors un petit peu à côté, mais est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle aura d'ici peu une conscience? Non. Non, je ne crois pas ça. Pour les raisons que j'ai essayé de développer, je ne crois pas ça. Mais je crois par contre que le danger, c'est d'arriver à une médecine sans médecin, une justice sans juge, etc. On y arrive un petit peu maintenant. Il y a des contredanses qui sont automatiques par radar. C'est un petit peu l'amorce d'une justice sans juge. La médecine sans médecin, c'est très... Il y a eu des progrès fantastiques grâce à l'intelligence artificielle pour le diagnostic des tumeurs, par exemple. Apparemment, les machines font mieux que les médecins. Mais je ne crois pas à une médecine sans médecin pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la carte n'est pas le terrain. Vous ne pouvez pas réduire un patient à une série de données numériques. Ça, je ne crois pas ça. Le médecin, un bon médecin, en tout cas celui qui passe du temps, personne ne sait exactement comment il fait, c'est un art. Et il tient compte d'une masse de données impalpables, en quelque sorte, qu'on apprend par l'expérience, et qui sont apparemment extrêmement utiles. Vous avez parlé de l'analyse de photos par intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut analyser les émotions par intelligence artificielle? Et est-ce qu'il y a une application aux soins des pathologies à déficit émotionnel? Je pense qu'il y a un rapport avec ça, mais on sait faire des images extraordinaires du cerveau maintenant qui rendent compte des émotions, de certaines émotions. Ça ne veut pas dire qu'on sait ce que c'est qu'une émotion, mais maintenant, les gros progrès là-dessus, on les doit à la guerre de 14, avec les centaines de milliers de blessés au crâne. Donc c'est une expérience sur une échelle extraordinaire qui a permis de préciser dans le cerveau une série d'air, de surface. Et maintenant, avec l'imagerie moderne, c'est fou ce qu'on sait faire. Mais l'émotion, voilà, c'est repérer des émotions, oui. Enfin, moi, c'est par rapport à l'histoire que le terrain il se réduit pas à une carte. Enfin,
Bon, je sais pas trop comment l'exprimer, mais ça me semble aller assez vite. Enfin, moi, je suis pas convaincu. Parce que de toute façon, notre cerveau, il fonctionne aussi par sélection, en fait. On va pas retenir... Enfin, on n'analyse pas toutes les données, on ne perçoit pas toutes les données, et on va juste en retenir certaines, et c'est justement celles qui sont pertinentes. Donc voilà, enfin, par rapport à la question, bah, nous, notre intelligence, elle sélectionne certaines choses dans la réalité, et la question c'est, est-ce que avec des machines, avec des algorithmes, tout ça, on va réussir à retrouver, à resélectionner ces mêmes choses-là, et retrouver les lois qui sont derrière. Donc, pour moi, enfin, j'ai pas trop d'avis par rapport à cette question, mais ton argument me semble pas suffisant, parce que pour cette raison-là, que de toute façon la question c'est comment réussir à faire comme l'intelligence humaine. Et parce qu'un terrain, il y a quand même plein de choses qu'on va réussir à modéliser. Je sais pas, la forme, le toucher. Alors il y a des limites, c'est ce que tu dis de l'odorat. Donc pour moi c'est plutôt ça, dire qu'il y a des choses que pour l'instant on n'arrive pas du tout à faire, mais dire que de toute façon c'est une infinité de données, ça me semble bidon, parce que de toute façon nous-mêmes on considère pas, on traite pas une infinité de données. Non, je suis bien d'accord avec toi. Notre cerveau sélectionne parmi les données celles qui lui semblent pertinentes. Mais il sélectionne parmi, qui à mon avis est une infinité de données. Il faut lui laisser cette possibilité-là. Et effectivement, après, il choisit ce qui lui paraît pertinent. Par exemple, dans la conduite automatique de manœuvre, c'est très important de savoir s'il y a un gamin qui joue au ballon sur le trottoir. C'est ce que tu peux pas seul, c'est très important de savoir que le gars qui est devant toi conduit mal. Il a un téléphone, donc tu vas faire attention. Sa place d'immatriculation, elle est étrangère, etc. Il y a une masse de données que tu dois prendre en considération, et à chaque fois que tu vas, tu trouves plus. Je ne sais pas si les données elles-mêmes sont infinies. Mon sentiment, c'est que oui, on peut toujours en trouver plus. Mais il faut, ce que fait le cerveau humain, c'est de choisir parmi ces données celles qui sont pertinentes. Savoir faire ce choix-là, je ne crois pas que l'IA saura faire un bon. J'ai aucun élément qui me dit c'est ça. Peut-être, encore une fois, c'est le sens de la goutte d'encre. La goutte d'encre peut se réglutiner, il faudra du temps. Parce que finalement, nous, on a été produits dans l'évolution. C'est matérialiste, ça. Mais c'est 3 milliards d'années. C'est autre chose. 3 milliards d'années darwiniennes. Inutile. Non mais juste sur ça, oui, on a été produit en 3 milliards d'années, mais un ordinateur, il a été produit en une semaine d'une usine, plus 3 milliards d'années d'évolution avant. Je veux dire, de ce point de vue-là aussi, l'ordinateur et le langage informatique, c'est le fruit de l'évolution de 3 milliards d'années. Donc il se trouve que l'ordinateur, il reprend une phase d'apprentissage à zéro, un peu comme un enfant, donc là, la comparaison n'est pas mauvaise, mais créer l'ordinateur lui-même, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le mécanisme cognitif de l'ordinateur, parce qu'on ne teste pas le fait finalement qu'il est un produit de l'activité humaine. La machine à écrire, le projecteur, le livre aussi. On va les manger, non? Petite dernière. Je vais être très basique, je dois avoir peur. Il y a des fois j'ai peur, parce que je me dis que toutes ces données, il y a des gens qui peuvent les utiliser, ils peuvent les utiliser contre moi. Il y a des fois pour trouver dans cette duplicité, ça me va très bien. Voilà, mais c'est ça en fait, moi je suis basique. Tous les jours on utilise, on a sur internet, on met des choses dedans. Et après j'entends les choses, on me dit que ces données-là, elles restent tout le temps. Et elles peuvent servir à des choses. Qui contrôlent ce qu'on en fait. C'est ça le problème, c'est le vieux problème de la science. Si tu veux, moi, j'ai peur du gouvernement chinois. C'est le gouvernement chinois qui me fait peur, c'est pas l'intelligence artificielle, évidemment. L'intelligence artificielle qui arme le gouvernement chinois, j'ai vraiment la trouille. Bon, mais non, c'est la télé, ça se vachement bien, moi, la télé. Et TF1, c'est une horreur. C'est un vieux problème, ça. Donc, il faut avoir raisonnablement peur de certaines applications d'intelligence artificielle. Bon, ben, on peut remercier